bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 12 juin. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Elle revendiquait les îles Actéon au Gambier, mais le pays, en soutien aux ayants droit, a porté l'affaire en justice. 4 ans après, le tribunal foncier a tranché. L'Église catholique ne détient pas la propriété de ces atolls. Nous reviendrons sur cette affaire au début de ce journal. Une nouvelle commission d'enquête pour savoir ce que vaut la Polynésie et sa zone économique exclusive. Le texte porté par la majorité a été présenté aux élus de l'Assemblée ce matin. Un texte qui fait réagir l'opposition, vous le verrez. C'est la plus grande course de AV6 avec changement de rameur au Whenua. La Vodafone Channel Race 2025 est annoncée ce samedi au parc Aurei Tinihau. 3 courses au programme, dont une entre Tahiti et Moorea. De la compétition sur l'eau et beaucoup d'animations également sur terre. Nous en parlerons avec vous. Patrick Moux, le fondateur et président du comité de la Vodafone Channel Race, est notre invité. Et puis du crossfit et du tennis au programme de Tiara Sport. Nous irons aux États-Unis prendre des nouvelles de nos sportifs évoluant à l'étranger. Et ce sera bien sûr avec Oriano Tefau que l'on retrouve dans un instant. Le litige judiciaire dure depuis 4 ans et le tribunal foncier vient de trancher. L'acte d'acquisition des îles Actéon par l'Église catholique au Gambier est rejeté. Le pays, en soutien aux ayants droit, avait contesté ce document en justice. Voyez les explications avec Liora Bounik et Jeanne Tinoroua. L'affaire débute en 2019. Le Kamika fait établir un acte de notoriété acquisitive. Il affirme que l'Église catholique est propriétaire de 7 atolls sur les îles Actéon. L'argument avancé, l'occupation de ces terres et leur mise en valeur depuis plus de 30 ans. Mais en 2021, le pays soutient les ayants droit et conteste la procédure. Le tribunal foncier est saisi, l'annulation du document est demandée. Le pays affirme que l'Église n'a aucun droit sur ces terres. Une plainte est également déposée contre le notaire, visé pour escroquerie ou encore fausses attestations. Le notaire conteste la demande en nullité. Il affirme que les déclarations des témoins sont sincères et que l'acte qui en découle est valide. De son côté, le Kamika se dit choqué par le fait que le pays se mêle d'un litige privé. Le tribunal foncier tranche, l'acte de notoriété acquisitive est déclaré de nul effet. Cela met fin à la tentative de l'Église catholique de revendiquer la propriété des îles Actéon. La décision qui vient d'être rendue pourra être contestée en appel. L'affaire soulève toutefois des questions sur la transparence des procédures foncières en Polynésie, mais également sur les droits des populations concernant leurs terres ancestrales. Et contacter le Kamika n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Toujours en justice, mais en Nouvelle-Calédonie cette fois, sachez que le leader indépendantiste kanak Christiantin a été libéré jeudi par la Cour d'appel de Paris. Il venait de passer 1 an en détention provisoire en Alsace dans le cadre de l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie début 2024. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de se rendre sur le Caillou. Le Tavini Huir Atira l'avait annoncé hier. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un texte pour la mise en place d'une commission d'enquête visant à mieux connaître la valeur de la Polynésie et de sa zone économique exclusive a été présenté aux élus de l'Assemblée ce matin. L'opposition, elle, n'a pas tardé à réagir. Nicolas Pérez, Hey Manu Manutei. Isolée du monde, la Polynésie affiche de nombreux atouts. De sa situation géographique aux ressources de ses archipels, le Whenua doit, selon les représentants de la majorité, mieux appréhender les enjeux de demain. C'est en substance ce qui les aurait poussés à demander la création d'une nouvelle commission d'enquête. Avoir un état des lieux, en fait, de la valeur, entre guillemets, de la Polynésie française, dans les discussions que la France peut avoir, justement, sur le plan stratégique, géopolitique et tout, quand on voit l'espace Indo-Pacifique. Donc on aimerait savoir, en fait, que vaut la Polynésie aujourd'hui? Pour l'opposition, cette commission n'a pas lieu d'être. Franchement, on nous a donné des compétences. Nous disposons de compétences. Nous avons dit non à l'exploitation de la faune sous-marine de notre zone économique. L'État a dit non, nous suit. L'État ne vient pas faire obstruction à ce que la Polynésie décide quant à sa ZEE. Donc pourquoi aller créer encore des commissions? On va perdre de l'argent, on va payer des gens pour arriver en fin de compte au même résultat.
Pour le rapporteur du texte, il est important que les représentants aient une vision globale des qualités et faiblesses du fénois. Et nous aussi, en tant que législateurs, il est intéressant aussi pour nous d'avoir des réponses à nos questionnements, tant sur le plan géostratégique, géopolitique, économique et environnemental. Donc il est important pour nous, législateurs, de se saisir aussi de cette opportunité-là et des moyens justement qui sont mis à disposition des élus, notamment la création d'une commission d'enquête. Non réfractaire à cette initiative, le groupe des non-inscrits souhaite néanmoins que les travaux de cette future commission d'enquête soient systématiquement rendus publics. Nous ne nous opposons pas à ces commissions, mais nous souhaitons qu'elles soient rendues publiques pour que la population voit exactement quels sont les projets des uns et des autres. Parce que le Tavini, finalement, dit des choses pendant sa campagne électorale et fait le contraire pendant l'exercice de son mandat. Dotée d'un budget de 25 millions de francs, cette commission d'enquête devrait rendre ses conclusions à la fin de l'année. Pêcher moins, mais mieux, c'est le thème de 2 conférences qui se sont tenues hier au sommet de l'océan à Nice. La Polynésie française y a fait la promotion de sa technique de la pêche à la palangre, une méthode durable mais fragile face aux appétits mondiaux. Mereteato Rarhau Maha Cheong sur les images d'Emma Arnaud. Avec 78 palangriers, environ 8700 tonnes de thon ont été pêchées en 2023 au Fénois, soit 15% d'augmentation par rapport à l'année 2022. 80% sont consommés localement et 20% à l'exportation. Une goutte d'eau dans l'océan Pacifique où plus de 300 senneurs sont repérés tout autour de la ZEE. La Polynésie française veut faire entendre sa singularité. Actuellement, on a une flotte de 80 navires. De taille relativement modeste, de 13 à 24 mètres, donc ce sont des petits palangriers, et qui vont donc pêcher principalement les thons. L'avantage de la palangre, c'est que c'est assez sélectif sur la taille des individus. On pêche principalement des individus adultes, contrairement à la pêche à la senne. La pêche thonière polynésienne, un modèle à petite échelle et sélectif. Au Fénois, pas de DCP dérivants. Ces dispositifs de concentration de poissons qui piègent des poissons juvéniles et des écosystèmes entiers. On a une pêche à l'hameçon uniquement. On ne pêche pas à la senne, on ne pêche pas au chalut. On a une pêche qu'on peut considérer respectueuse de l'environnement. Nous produisons 8000 tonnes par an, ce qui n'est rien. C'est l'équivalent de la pêche annuelle d'un senneur. Vous vous imaginez? De nombreux États insulaires nous envient ce modèle de pêche, viennent l'observer en Polynésie à travers des missions et effectivement cherchent éventuellement à voir comment ils pourraient créer ce même type de filière chez eux. Mais pour cela, il faut des financements et c'est des fois ce qui est difficile à trouver. Comme vient de l'annoncer le président du pays au sommet de l'océan à Nice, les palangriers seront prochainement autorisés à pêcher jusqu'à 15 nautiques des côtes des Marquises. Une décision contestée par les maires de ces îles. Il peut y avoir des fois des intérêts contradictoires et nous, le but au sein du cluster maritime, c'est de permettre aux acteurs économiques ou associatifs qui ont parfois des intérêts contradictoires de pouvoir discuter. La demande du peuple marquisien est tout à fait légitime, mais la nécessité de développer l'économie bleue et notamment de développer le secteur de la pêche, qui je le rappelle, fait partie de la deuxième ressource propre en termes d'exportation, est important également. Donc c'est toujours ce problème de concilier des intérêts économiques et des intérêts de préservation. 60% des réserves mondiales de thon se trouvent en Polynésie, mais elles ne représentent que 0,2% des prises dans le Pacifique. Et l'océan, un sujet de prédilection pour la réalisatrice Mathilde Zampieri. Elle dévoile un nouveau film. Ce soir, il sera diffusé sur TNTV. The Sacred Speaker est un récit immersif qui retrace l'histoire de l'océan à Raiatea à travers un orero empreint de sagesse et de poésie, porté par la voix d'un narrateur ancestral. Ce voyage s'accompagne de magnifiques images sous-marines qui révèlent la beauté, la richesse et la mémoire des fonds marins de l'île de Raiatea. Un film co-réalisé avec Arthur Garderet. Pour le découvrir, rendez-vous ce soir à 19h30 sur TNTV, bien sûr. Raiatea, le berceau spirituel de la Polynésie où une délégation maori était en visite, un déplacement très symbolique sur la terre de leurs ancêtres et un accueil exceptionnel pour l'occasion. Un moment fort de ce périple, une cérémonie et des hommages sur le marais Tapu Tapu Atea. Ronnie Moufat a immortalisé pour nous cet événement. Regardez.
C'est par un accueil solennel que les membres de la tribu Tufaretoa, accompagnés d'une quinzaine d'élèves de l'école maori Tekuro Hirongi, ont été accueillis sur la terre de leurs ancêtres. Cette venue marque un moment fort pour la communauté maori. C'est au marais Taputapuatea qu'ils se sont recueillis pour entamer le retour symbolique des âmes de leur kaumatua, Pitiroi Tekanawa, et de son épouse, tous deux décédés en 2022 et 2023. C'est un réel privilège de pouvoir apporter leurs photos ici. D'une certaine manière, ils continuent de vivre. C'était vraiment important de les ramener sur ce marais. Ils avaient tous les deux visité ce marais en 2011, peu avant de décéder. Des adieux chargés d'émotions, rythmés par des chants maoris. J'ai des frissons. D'être ici au Fénois, sur ce marais, c'est réellement un honneur pour moi. Un événement rare et exceptionnel que beaucoup découvraient pour la première fois. Pour nous, c'était un honneur. C'était un challenge aussi, parce qu'on n'avait jamais fait ça, mais surtout un énorme honneur. Et on l'a fait en toute humilité, sans savoir vraiment comment faire. Grâce à nos anciens ici, grâce à nos officiants de haut poids, on a pu leur rendre cet hommage et cet honneur. Des réjouissances qui témoignent une fois de plus de la vitalité et de la richesse des traditions des peuples du Pacifique. C'est l'une des plus belles courses de l'année. La Vodafone Channel Race 2025 est annoncée ce samedi 14 juin au parc Aurei Tiniho. Au programme de cette course de V6 à changement, 3 compétitions sur l'eau entre Tahiti et Moorea et de très nombreuses animations pour une journée festive. Je vous laisse découvrir le programme dans ce reportage de Naya Bennett. C'est à 9h tapantes que le départ de la Vodafone Channel Race Tahiti sera donné. Au total, 60 km sont dédiés aux catégories junior, hommes, seniors, vétérans 40 et 50 ans. Tout comme l'an passé, c'est à Taoné que la course prendra son départ à direction Moorea avec une entrée par la passe de Afareitu. Les rameurs navigueront dans le lagon de l'île Sœur et sortiront par la passe de Haumi. Direction ensuite Punauia pour une entrée à la passe de Tapuna et une fin de course dans le lagon de Tahiti pour une arrivée à Taoné. En parallèle, la course Open Dam sera également lancée avec un départ similaire à Taoné, sortie de passe puis direction Punauia pour les dames, entrée à la passe de Tapuna puis retour à Taoné par l'intérieur dans le lagon de Tahiti. Au total, les féminines n'auront à couvrir une distance de 30 km, durée estimée de cette course environ 4 heures pour les premières embarcations. Enfin, pour la deuxième année consécutive, une troisième course est programmée, la King and Queen of the Dig, avec un parcours, comme son nom l'indique, autour de la digue de Motuta, long de 13 km. Cette course propose 2 catégories, celle des hommes ainsi que la catégorie mixte, avec des équipages qui devront compter 2 femmes minimum à bord de leurs embarcations. Et si la Vodafone Channel Race Tahiti et la course Open Dam sont des courses où les changements de rameurs sont possibles, pour la King and Queen of the Dig, ce ne sera pas le cas. Une course plus accessible, fun et bonne humeur sont autorisés à départ prévu 10h30. Voilà des courses à suivre en direct sur TNTV dès 8h40 et on continue d'en parler avec vous, Patrick Moux. Yorana. Yorana à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et merci à vous d'être sur le plateau de TNTV ce soir. Vous êtes le fondateur et président du comité organisateur de la Vodafone Channel Race. Alors l'ambition affichée de la mise en place de cette course, c'est qu'elle soit la plus difficile au monde. Comment est-ce qu'on est passé de 85 km de course les premières années de la Vodafone Channel Race à 60 km de parcours aujourd'hui? Alors c'est très simple, on voulait effectivement avoir la course la plus dure en poussant entre guillemets la compétition à 85 km. On a entendu la requête des clubs, et notamment des clubs étrangers qui venaient en Polynésie, qui trouvaient que 85 km était trop long. Et donc c'est pour ça qu'en comité, on s'est réunis, on a décidé de faire une course tout aussi difficile, mais réduite quand même de 20 km, ce qui permet justement de répondre aux besoins des rameurs et quand même à rester dans une course qui est quand même très difficile malgré tout. Justement, quelles sont les difficultés de cette course? C'est une course à changement. Effectivement, le premier changement se fait 45 minutes après le départ de la course.
Les changements sont libres jusqu'au retour de Tahiti à Tapuna. Et de Tapuna jusqu'à l'arrivée donc à la place Auretinho, vous avez le droit qu'à 2 changements, un devant l'Intercontinental et le second devant la place Toata. Donc ça permet justement de rendre un peu plus difficile puisque ces changements-là sont quand même assez longs. Assez long. Combien d'équipages sont attendus cette année, et notamment étrangères? Est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à venir participer? Alors l'année dernière, nous avons pu accueillir 60 équipages, tout confondus, pour la course à changement, la grande course, et 60 équipages pour la première édition de la fameuse King and Queen of the Dig, comme on dit chez nous, le Farati Dig. Et c'est avec, donc pour l'instant, à ce soir, nous avons passé donc le cap des 100 pour les deux, c'est-à-dire à peu près plus d'une quarantaine pour la grande course, et plus à peu proche d'une soixantaine pour la King and Queen of the Dig. Donc on attendra encore demain et après-demain, puisqu'on sait que c'est là où tout le monde s'inscrit. Donc on espère dépasser. Donc on peut encore s'inscrire à la Vodafone Channel Race, c'est bien de le dire ce soir. Oui. L'idée, c'est aussi de se conformer au mieux au format de courses internationaux. C'est ça votre ambition, attirer davantage d'équipes étrangères? On s'est rendu compte que les belles courses comme Hawaii Kinui sont des courses qui sont trop longues, sur 3 jours, très coûteuses pour les équipes étrangères. Nous, on a fait un format sur une journée, qui est un course à changement à 9, donc comme le format que les étrangers aiment bien, et qui est donc sur l'île principale, Tahiti, et avec la traversée sur Moorea. Donc effectivement, au vu de toutes les analyses que nous avons pu faire au fil des mois, on s'est rendu compte que c'était le format que les étrangers voulaient. Donc cette année, on a des étrangers, mais il semblerait qu'ils se sont splittés sur à la fois la grande course et la petite course. Donc on attend d'avoir le pronostic, on va dire, vendredi soir. Alors l'an dernier, la 5e édition avait été entachée un peu par cette histoire de pénalité. Shelva, qui était arrivé premier, a finalement dû céder sa place à Enviropol, qui était arrivé 2e, pour ne pas avoir contourné une bouée. On imagine que vous serez davantage vigilant cette année. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est que le bateau suiveur de Shelva est entré dans une zone qui était interdite. Après, il s'est avéré qu'il y a eu une erreur d'organisation. Nous avons pêché, effectivement, nous, le comité organisateur. Aucune histoire de bouée. Non. Et en fait, on n'aurait même pas dû, il faut le dire, bon, ça a été fait, on n'aurait même pas dû disqualifier Shell. Mais ça prouve bien une chose, que contrairement à d'autres courses qui sont organisées par des grandes marques, qui ont leur club inscrit, qu'on a pu voir, nous étant un club, entre guillemets, qui participant, parce que j'ai la casquette aussi Shell, où on a pu voir des partis pris. J'ai pas honte de le dire parce qu'on a relevé à des époques des partis pris. Nous concernant, on n'a pas de parti pris. Donc notre club, injustement, effectivement, à l'époque, a été sanctionné et a été rétrogradé à la 2e place. Donc cette année, on Donc espère on reste que ça se intègre, passe on mieux. a renforcé notre organisation pour éviter ce problème-là. Alors la compétition, ce sera aussi sur terre, puisque des activités sportives et de très nombreuses animations sont prévues au parc Auretinho, Patrick. Effectivement, on reste donc dans l'ambiance de l'anniversaire Vodafone. Donc nous aurons toujours, ce qu'on aime tous, c'est la culture polynésienne à travers Ori Tahiti. On a du futsal, on a du beach volley, on a du fitness. Donc on a beaucoup d'activités pour les grands et les petits, puisqu'on a aussi également des activités de bouée pour les enfants, maquillage. Un événement très familial. Voilà, très familial. Et le soir, un événement avec une petite séance vidéo, grand écran, cinéma en plein air. Voilà, que tout le monde puisse pour apprécier. Et on pense que ça va attirer du monde. Merci beaucoup, Patrick Moux, d'avoir été notre invité ce soir. Et je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la Vodafone Channel Race, une course que je rappelle encore qui sera en direct sur votre chaîne TNTV. Rendez-vous à 8h40 ce samedi 14 juin. Merci encore. Merci beaucoup. Et du sport, il y en a chaque jeudi sur TNTV avec Oriano Tefo qui nous a rejoints sur le plateau. C'est le moment de Théara Sport. Voilà, Oriano Tefo qui nous a rejoint très discrètement sur le plateau de TNTV. Oriano Yorana. Bonsoir Sophie. Alors, on débute avec du CrossFit ce soir, à direction la Californie, où des représentants du Fénois ont participé à la Northern Classic. Et oui, plus de 1500 participants au total, 45 dans la catégorie individuelle hommes et X, où évoluait Yves Teho. Et cette année, il fait partie de la team Underdog. Il est accompagné d'un coach et d'un groupe professionnel. A-t-il fait la fierté du Fénois, Oriano? Et oui, avec une grosse performance, d'autant que la compétition était relevée, le niveau très haut, avec des athlètes ayant déjà participé au CrossFit Games. Yves termine 2e de sa catégorie et nous fait le bilan de son parcours. On l'écoute.
Ouais, cette année, c'était un peu comme c'est Rich Froning, c'est l'un des anciens en fait des pionniers du CrossFit. Donc du coup, lui, il est connu pour faire des workouts OG, en fait, des trucs assez simples et qui travaillent vraiment le fitness, quoi. C'était vraiment que des mouvements connus dans le CrossFit ou dans nos entraînements, quoi. Et du coup, on a fait des entraînements classiques qu'on retrouve au championnat du monde. On avait de la course à pied, on avait de la gymnastique, c'était varié, hein, fallait être complet, quoi. Donc du coup, sur les 3 jours, et en totalité, on avait 7 workouts. Moi, en fait, ces années, j'ai de la chance, en fait, quoi, au niveau de la gestion, en fait, comme maintenant, je suis dans la team Underdog, donc du coup, j'ai mon coach qui est descendu, il y a la team aussi qui est descendue, donc du coup, c'était plus facile pour moi, je gérais rien, je venais, c'est mon coach qui me disait ce qu'il fallait faire, quoi. Je suis à Tahiti, mais après, là, avant la fin de l'année, je pars un bon moment sur Vegas, comme la team, elle est basée là-bas pour m'entraîner avec eux. Et ensuite, normalement, je dois partir sur Phoenix pour faire une autre compétition, quoi. Ça va être l'une de mes dernières compétitions de l'année avant de faire la saison 2026, quoi. Voilà, et les Polynésiens se sont aussi illustrés en catégorie élite, le plus haut niveau, avec une belle entrée pour Hinatea Montebello et Gonzalo Del Rio. Et on va commencer par Hinatea. Elles étaient 41 au départ dans sa catégorie. Et parmi elles, des habitués également des CrossFit Games. Un plateau relevé, mais Hinatea s'impose dans le top 25 avec une très honorable 21e place au coude à coude avec des athlètes de renom. Hinatea revient sur ses moments forts en compétition et notamment sur quelques WOD, c'est-à-dire les mouvements imposés. On écoute ça tout de suite. Il y a eu 2 WOD où j'étais très bien classée sur mon hit, donc je termine sur les 2 WOD 3e de mon hit, devant des filles qui sont des filles connues pour chez les athlètes de Games, donc c'est des 2 gros athlètes féminins. Et je termine du coup en 3e position sur un des WOD et en 2e position sur le 2e WOD. Et le même WOD que celui qui l'a gagné, je termine en 2e position, et le WOD où il y avait des pull-overs, donc il fallait faire de la gym avec des bar muscle-up, il fallait tourner autour de la barre. Ce WOD-là, je termine en 3e position et très très contente parce que c'est vrai que c'est un WOD que j'aimais beaucoup, que j'attendais beaucoup, et je suis contente d'avoir eu le résultat de filles qui sont très 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 fortes dans le monde du CrossFit. Et Gonzalo Del Rio s'est lui aussi distingué, Oriano. Eh bien, même classement que Hinatea, 21e également. Il a même impressionné dans une épreuve en particulier avec des WOD très relevés. Il remporte cette série et termine 7e de cette épreuve. Grosse surprise pour Gonzalo. Explication. Je ne savais même pas si j'arrivais à faire une belle performance. Et finalement, j'aimais bien débrouiller sur les pirouettes et j'ai gagné mon hit. Je n'ai pas gagné les WOD entiers. En gros, j'ai arrivé 7e, en 7e place. Mais dans mon hit, sur 20 athlètes, j'arrivais premier, ouais. Alors que c'était pas du tout prévu. Hein. Si tu me dis quel WOD tu penses que tu vas gagner, peut-être celui-là, c'est les avant-derniers. Et on parle tennis maintenant, toujours aux États-Unis, dans l'Utah plus précisément, où le jeune Keanu Laycock, 17 ans, excelle dans la discipline. Et oui, Keanu, c'est un vrai phénomène. Il démarre le tennis à 7 ans. Il a été repéré très tôt et enchaîné les titres régionaux et internationaux, toujours en duel avec son rival Hiva Kelly. Mais la crise Covid a failli stopper son ascension. Exact, Sophie, 2 années sans compétition et a failli le faire lâcher, mais il a tenu bon. Depuis la réouverture, il revient en force, vice-champion du Pacifique en 2023. Il a même intégré la sélection océanienne junior en 2024 pour les qualificatifs de la Coupe Davis Junior au Sri Lanka, où son équipe finit 6e sur 24 nations. De belles performances qui l'ont mené jusqu'aux États-Unis. Et oui, depuis août 2024, il poursuit sa scolarité en parallèle du tennis et du football à Salt Lake City, à Utah. Là-bas, il cartonne en tennis, champion invaincu de l'État de Utah dans sa catégorie. Et bien sûr, il doit jongler entre cours, entraînement et match. Un planning chargé, mais cela ne l'arrête pas puisque Keanu vise les Jeux du Pacifique en 2027. Et oui, Keanu vise le haut niveau et espère intégrer la sélection tahitienne de tennis pour 2027 et aussi décrocher une bourse universitaire grâce à ses performances. Il vient d'ailleurs d'être contacté par le coach universitaire de Guilford en Caroline du Nord qui est intéressé par son profil. Et bonne nouvelle, il revient au Fénois dès mi-juin pour des stages en tennis et aussi pour intégrer la présélection des U19 de football pour le championnat OFC.
Et on compte bien suivre ça de près. Oriano, bien sûr, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités. Jeudi prochain, exactement. Merci beaucoup, Oriano Tefao. Et c'est avec Oriano qu'on termine cette édition. À suivre, les émissions Moana et Toua. À 19h30, découvrez un nouveau film de Mathilde Zampieri consacré à l'histoire de l'océan à Reiatea. Enfin, le film de ce jeudi, Morbius. Demain, Laurence Françoise sera aux commandes des journaux du week-end. On se quitte sur ce clip vidéo en faveur de l'environnement diffusé au sommet des océans à Nice. Il a été réalisé par le collège de Punaauia, les ambassadeurs de l'environnement, l'association Tamano de Teiroto et la direction des ressources marines. Je vous laisse apprécier et vous souhaite une excellente soirée. À très bon week-end. On se retrouve lundi.